bonjour à tous et à toutes, Monseigneur, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Étienne Michel, directeur du CEGEC, et Guy Selderslack, qui dirige le service d'études, de m'avoir invité à participer à cette journée. C'est un honneur que vous me faites de m'associer à vos réflexions sur des thématiques aussi fondamentales pour l'école d'aujourd'hui que sont la transmission et l'apprentissage. Merci aussi à vous tous, si nombreux dans les auditoires, qui consacrez cette journée de la fin de vos vacances à cette université d'été. J'espère que je serai en mesure de vous intéresser en abordant ces questions d'une manière quelque peu inhabituelle pour vous, à partir du point de vue des neurosciences. Merci enfin à toute l'équipe du CEGEC qui a dû certainement beaucoup travailler ces dernières semaines pour préparer une journée comme celle-ci. Mon exposé va être structuré en 3 grandes parties. Une première partie en guise d'introduction, tout d'abord, dans laquelle je souhaite brosser un tableau quelque peu pointilliste des conditions générales de la transmission. L'objectif de cette introduction n'est bien sûr pas encyclopédique et ne vise aucune exhaustivité. Il s'agit plutôt d'évoquer à grands traits un arrière-fond mettant en scène les principaux éléments qui interviennent dans la transmission. Et cela dans le simple but de vous faire prendre conscience de la complexité des processus qui sont en jeu. Complexité serait peut-être le maître mot de ma contribution, et j'espère que je ne vous donnerai pas trop vite mal de tête. Ceci me permettra également de situer sur cet horizon plus large le domaine que je développerai de manière plus technique alors dans la suite. Dans la seconde partie, mon but est de vous sensibiliser à une question tout à fait passionnante, pour moi en tout cas, à savoir comment la culture, ou tout au moins certains domaines culturels, doivent, pour se transmettre, s'incarner dans la nature humaine. Comme vous le verrez, c'est tout le débat nature-culture qui se trouve être réellement revisité aujourd'hui par les neurosciences, mon domaine d'expertise si vous voulez. Ainsi, je vais tenter de montrer comment certaines des innovations culturelles les plus marquantes pour l'histoire de l'humanité, comme la lecture ou le calcul, se transmettent en contraignant, ou plus précisément en recyclant. Et c'est un concept sur lequel on reviendra bien sûr de manière beaucoup plus technique tout à l'heure. Donc en recyclant certaines structures cérébrales et leur mode de fonctionnement, mais aussi, et cela est peut-être plus inattendu, réciproquement comment la nature contraint en quelque sorte la culture. Nous verrons que cette approche peut avoir des incidences concrètes dans l'enseignement. Et enfin, dans la troisième partie, en guise de conclusion, je vais tenter de soulever quelques questions épistémologiques, critiques donc, voire éthiques, liées au développement des neurosciences contemporaines et plus particulièrement à leur application dans le domaine de l'éducation. Commençons donc par la première partie, les conditions générales de la transmission. Pour qu'il y ait transmission, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies, ou tout au moins qu'un certain nombre d'éléments soient présents. Et comme hypothèse de travail, je vous propose de les classer en 4 grandes catégories, sachant qu'il s'agit de familles ou de constellations de conditions complexes plutôt que de simples facteurs. J'insiste encore ici sur le fait que j'aborderai ces catégories de manière superficielle, chacune d'elles pouvant à la limite faire l'objet d'une conférence à part entière. La première catégorie de conditions concerne bien évidemment ce qui est transmis, le contenu, le matériau, cet objet tiers, pourrions-nous dire, entre une source de transmission et le destinataire. Ce qui est transmis, vous le savez bien, est très vaste. Non seulement les connaissances, les savoirs accumulés tout au long de l'histoire et qui constituent vos principales disciplines, mais aussi les méthodes, les procédures qui sont mises en œuvre dans chacun de ces domaines. Et puis, il y a ces compétences de base, transversales à tous les domaines, et tellement importantes que sont la maîtrise de la langue ou des langues, l'écriture et la lecture, la logique du raisonnement, et j'aurais tellement envie de rajouter les diverses voies d'entrée dans le monde de l'art et de la création. Nous sommes fiers, nous enseignants, passeurs de relais, de transmettre en héritage pour aujourd'hui
cet inestimable patrimoine, ce monde de la connaissance et de la création, dont nous avons la responsabilité, tissé lentement et patiemment par les multiples et très diverses cultures qui nous ont précédés. Transmission de savoir constitué, certes, mais avec l'esprit critique qui convient. C'est donc un héritage sous bénéfice d'inventaire. Car ces connaissances sont aussi trouées de blanc, de tout ce que l'on ne connaît pas encore. Elles sont plus fondamentalement encore situées sur ce fond d'impossible à connaître, qu'est le réel en soi, ou encore ce qui, en tant que modèle et hypothèse, reste marqué à la fois par l'audace et la fragilité. Nous ne sommes peut-être pas assez attentifs, nous enseignants, à cela. On n'a peut-être pas assez de reconnaissance, voire de respect, oserais-je dire, pour cette sainte ignorance, qui pourtant est le vrai moteur de la science, comme cet état de manque permanent et structurel qui ferait naître le désir infini de savoir. Il y a aussi dans cette première catégorie la transmission, de manière implicite bien souvent, la transmission d'une motivation, par notre enthousiasme, par nos stratégies d'éveil à ce désir de savoir. Dans ce terme de motivation, on entend d'une part le terme de motif, c'est-à-dire le but à atteindre, l'objectif, avec également, dans l'usage de ce terme motif, une référence au sens et aussi à la signification. Ça fait peut-être tellement défaut, au fond, dans notre enseignement, de toujours se référer à un sens, à une signification. Combien de fois n'entendons-nous pas, même à l'université, des étudiants dire à quoi ça sert d'étudier tout ce que vous essayez de nous enseigner. C'est souvent l'identification du but qui donne sens au chemin que l'on essaie de parcourir. Et d'autre part, il y a aussi dans le terme de motivation le terme de moteur, c'est-à-dire l'aspect travail, production et dépense d'une certaine forme d'énergie, même si elle est psychique, en tout cas d'une force qui peut mettre en mouvement une masse et vaincre une certaine inertie. Dieu sait si c'est quelque chose que nous avons vécu souvent, au début d'une année académique, nous enseignants, quand on doit se remotiver devant un nouvel auditoire pour refaire le chemin de l'enseignement. Et on sait que notre propre motivation sera un levier important pour la motivation de l'élève, pour cette volonté d'une dépense, d'un travail au fond, qui va faire au fond bouger notre inertie ou notre masse. Et puis de manière tout aussi implicite, nous transmettons tant de signaux affectifs, émotionnels, d'état d'âme comme on dit, comme par exemple le goût, le plaisir de la découverte ou de la création partagée. Voyez la proximité d'ailleurs, étymologique, entre savoir et saveur. Ça vient du terme grec sapere, penser, mais c'est aussi le saveur, les saveurs, le plaisir, mais également parfois des émotions comme la peur ou la colère, voire le dégoût devant des situations parfois très difficiles. Enfin, ce qui est transmis, c'est aussi toute une configuration de positions subjectives, de représentations mentales plus ou moins inconscientes, de vision du monde. C'est tout un fond idéologique diffus, fait de valeurs, d'a priori, de stéréotypes. C'est toute cette configuration complexe qui, tout en étant implicitement transmise, est rarement thématisée comme telle. Voilà pour la première grande catégorie de conditions de la transmission. Le second ensemble de conditions, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la source et le destinataire. La source, considérée de manière quelque peu minimaliste, c'est l'enseignant, le professeur, le maître de la classe. Il fait, comme on l'a rappelé, Guy Seldesnack l'a dit très brillamment, il fait figure d'autorité, non pas de force ou de puissance. Une autorité à la fois incarnée dans sa personne, mais qui la dépasse, car cette autorité est représentative d'une fonction instituée par la société elle-même. C'est la lecture d'un chapitre de Marcel Gauchet sur l'autorité dans un livre qu'il a co-écrit avec certains collaborateurs.
qui dit, au fond, la difficulté ou l'ambiguïté, peut-être une des ambiguïtés de l'autorité, c'est qu'elle est à la fois incarnée dans une personne et que pourtant elle est représentative de ce qui est au-delà de cette personne. Quand je suis président d'un jury de thèse ou d'un jury d'examen, j'ai l'autorité, parce que c'est l'institution universitaire qui me la donne, cette autorité, et elle est incarnée dans ma personne. C'est la difficulté, évidemment, de pouvoir assumer cette autorité. Dans ce sens, l'autorité, comme relation asymétrique, constitutive de la transmission, est une responsabilité que l'enseignant peut et doit assumer, malgré les difficultés multiples, comme on l'a évoqué tout à l'heure, liées aux mutations sociales et anthropologiques d'aujourd'hui. D'autre part, derrière cette figure de l'enseignant, se profile, et c'est important, la spécificité de l'institution scolaire elle-même, l'université catholique de Louvain, le secrétariat de l'enseignement catholique, l'école catholique ou l'école laïque, en France l'école républicaine. Tous ces qualificatifs se réfèrent bien sûr toujours à une histoire collective, celle d'une communauté de pensée et de valeurs qui précède et dépasse l'ici et le maintenant. Elle s'est souvent constituée, cette communauté, sur fond de tensions politiques ou idéologiques. Et je me rappelle très concrètement dans ces mêmes auditoires, des débats d'il y a quelques années, c'est très récent, organisés par les autorités de l'UCL pour remettre en discussion le C de UCL. Est-ce qu'on garde ou non? Et qu'est-ce que ça implique de le garder ou de l'abandonner? C'est aux catholiques de UCL. C'est quelque chose qui doit être en dialectique et en discussion dans une institution comme la nôtre. La source, donc. Le destinataire maintenant, bien sûr, c'est l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, avec son appartenance socio-culturelle et son équipement cognitif et affectif, engagé dans des processus d'apprentissage aux multiples facettes, répétition, mémorisation, imitation, compréhension, assimilation, etc. Pour faire très bref ici, disons que derrière chacun de ces apprenants, se profilent deux cercles extrêmement importants dans le processus de transmission. Il s'agit de la famille d'une part et du groupe des pairs, PAIRS, d'autre part. Je dirais peut-être un petit mot rapide du premier cercle, la famille, puisque pour la problématique des neurosciences, évidemment, la problématique de la famille et de la transmission est importante. Traditionnellement, les deux institutions, famille et école, partageaient ou partagent encore le même objectif, celui de préparer l'enfant, l'adolescent, à faire son entrée comme adulte dans un monde complexe dont il faut transmettre les clés et les usages. La socialisation de base et l'éducation revenant à la famille, l'instruction et la transmission de connaissances et de compétences plus abstraites à l'école. En ce qui concerne l'éducation, et ça c'est peut-être très évident, on peut citer dans le désordre toute une série de traits. Respect et contrôle de soi, volonté, obéissance et introjection des normes et des codes, reconnaissance et respect de l'autre, politesse, discipline, bonne manière, enfin tout ce qui classiquement faisait un individu bien éduqué. C'est bien sûr un lieu commun de dire que les mutations profondes que présente l'institution familiale aujourd'hui ont significativement changé ce paysage et que l'école se voit contrainte de plus en plus de reprendre à sa charge un certain nombre de responsabilités dans le champ de l'éducation et de la socialisation de base, jusqu'à l'université qui doit parfois rappeler à des étudiants adultes des principes élémentaires de vie commune. L'école dans son ensemble, je pense, est confrontée à ces problèmes. Venons-en rapidement à la troisième de ces catégories de conditions, peut-être la plus complexe, et j'en dirai pourtant très peu de choses, laissant aux sociologues, historiens, anthropologues et probablement à Marcel Gauchet cet après-midi le soin d'en développer toute l'importance et l'incidence dans la transmission. Il faut, pour aborder ce troisième ensemble, se déplacer sur un plan macro, celui de tout l'environnement socio-économique, politique, culturel et idéologique des sociétés contemporaines. Vous en connaissez les caractéristiques, et là aussi, on en a rappelé quelques-unes dans l'introduction de cette journée. Démocratie participative, économie de marché, mondialisation, mobilisation jusqu'à épuisement des ressources énergétiques, pollution planétaire, développement, ceci est important, développement technoscientifique exponentiel, diffusion extraordinairement rapide des outils de communication, maîtrise de l'information, abolition des distances,
obsolescence programmée, on ne répare plus, c'est le moment du tout jetable, si vous voulez, individualisme et recherche d'un bonheur immédiat, on l'a dit aussi, scepticisme inhérent aux diverses figures des maîtres du soupçon, pour reprendre ce terme chez Ricoeur, hein, Nietzsche, Marx, Freud, les maîtres du soupçon, qui installent au fond quelque chose d'une remise en question profonde des figures de la rationalité et de la subjectivité, modification du rapport à la vérité, remise en question du sens et des valeurs des savoirs et des traditions culturelles, désenchantement du monde, magnifique texte de Marcel Gauchet, et fin d'autorité des grands récits. Et on pourrait encore allonger la liste de ces principaux composants de notre culture occidentale postmoderne. Certes, voilà un tableau avec quelques touches sombres, quelque peu inquiétantes et avec des perspectives d'avenir peut-être relativement pessimistes, il est vrai. Et pourtant, il faudrait, je pense, se défendre d'un catastrophisme associé à une vision totalement imaginaire d'un passé harmonieux, d'un âge d'or révolu, d'un paradis perdu. Tout ceci mériterait bien sûr une réflexion approfondie et une conférence à elle toute seule, et je suis bien incapable de mener à bien pareil chantier. Il me semblait néanmoins important d'en faire mention dans mon tableau, car je pense que ces facteurs-là jouent aussi un rôle non négligeable dans les modalités de transmission, et les enjeux de société qui en découlent sont probablement considérables. Ces aspects macro, si vous voulez, s'imprégnant progressivement, probablement, jusque dans nos circuits cérébraux. Pensez au développement extraordinaire de l'informatique et des moyens de communication. On n'a plus tout à fait le même cerveau depuis qu'on a ces petites machines dans notre poche et à notre disposition continuellement. Ça modifie probablement nos équipements cognitifs et nos approches de la réalité en général. Avant d'aborder enfin la quatrième et dernière catégorie, je voudrais souligner un point important pour la suite de mon exposé. Ces trois premières catégories que je viens de survoler, ce qui est transmis, le vecteur, source destinataire et l'environnement global de la transmission. Ces trois premières catégories appartiennent, pour faire simple, au grand domaine de la culture, à savoir cet ensemble complexe de systèmes symboliques, de représentations mentales ou de visions du monde, de croyances, de modalités concrètes de se conduire, de se comporter, de codes, de valeurs, de rapport à la vérité, à la beauté, etc. Enfin, c'est-à-dire tout un ensemble complexe, vécu en partage par une collectivité et transmis en héritage, de génération en génération, comme un patrimoine. La culture, c'est bien un patrimoine que nous transmettons et dont nous avons la responsabilité. Ces cultures humaines, bien que présentant une certaine stabilité dans le temps, ne sont pas des entités figées. Elles sont toujours en devenir, sous l'impulsion de la créativité et des fantastiques capacités d'innovation de notre espèce Homo sapiens. La dernière catégorie, et là, elle va faire maintenant le lien avec les neurosciences. La dernière catégorie que je voudrais aborder à présent ouvre, à côté de ce grand domaine de la culture, l'autre domaine, celui de la nature. Parce qu'en effet, une condition évidente pour qu'il y ait transmission, c'est la présence des corps. Non pas tellement des corps vécus, imaginés, fantasmés, symbolisés. Ils ont aussi ces aspects-là, ils ont aussi ces dimensions-là, mais aussi des corps réels, c'est-à-dire des organismes vivants, faisant partie d'une espèce bien intervenue dans l'évolution, celle de Homo sapiens, avec ses spécificités remarquables. Et c'est évidemment du système nerveux de cette espèce qu'il sera question ici, s'agissant par excellence du système grâce auquel transmission, apprentissage, mémoire, attention, mais aussi motivation, émotion, perception, toutes les grandes dimensions cognitives, au fond, de nos comportements sont possibles. Comme je vous l'annonçais au début de l'exposé, la problématique de l'incarnation de la culture dans l'organisme, c'est-à-dire la prise en charge chez chaque individu de certains domaines culturels par les structures cérébrales, ouvre un champ de réflexion et de recherche tout à fait fantastique. Ce dont il faut mesurer toute l'importance, et je réinsiste peut-être un peu lourdement là-dessus, c'est que la transmission de la culture, avec l'extraordinaire complexité des conditions décrites dans ce que je viens de développer, passe par des conditions de possibilité matérielles,
parmi lesquelles des conditions de possibilité organiques. En d'autres termes, et plus précisément, il faut que la culture, pour être transmise, se fasse une niche dans des réseaux nerveux tout à fait spécifiques chez l'humain, et cela très probablement au cours de périodes critiques du développement. Et vous imaginez tout de suite l'importance de nos actions éducatives ou de nos actions d'enseignement. Rappelons, car vous savez probablement cela, qu'à la naissance, le cerveau du petit humain représente environ le quart seulement du volume de ce qu'il sera à maturité. Un ordre de grandeur, 350 cm3 à la naissance pour un cerveau de bébé par rapport à environ 1500 cm3 chez l'adulte. Et qu'il faudra environ une vingtaine d'années pour passer de l'état d'immaturité cérébrale extraordinaire du petit de notre espèce à l'état de maturité. 20 ans. 20 ans donc de développement extra-utérin pour configurer cet extraordinaire système. Si on prend une toute petite comparaison avec les primates non humains les plus proches de nous, qui sont nos cousins germains, on ne descend pas d'eux, mais ils sont proches quand même, près de 98% de leur patrimoine génétique sont identiques aux nôtres, je parle des chimpanzés ou des bonobos. Chez le chimpanzé, à la naissance, 50% du volume cérébral est déjà présent. Un cerveau beaucoup plus mature au moment de la naissance, et il lui faut 2 ans de maturation pour arriver à un système nerveux mature, pour atteindre la maturité cérébrale. Il s'agit donc d'une spécificité tout à fait extraordinaire chez l'humain, qu'on appelle la néoténie. Au fond, un terme qui dit, de manière étonnante, et c'est une exception dans la nature, nous naissons avec un cerveau d'une totale immaturité, et tout est à faire quand ce cerveau rencontre le monde avec toute sa complexité. Voilà. On sait qu'il s'agit moins du nombre de neurones qui sont probablement, c'est encore en discussion, tous présents au niveau de la naissance, 100 milliards de neurones, présents probablement à la naissance, mais que c'est le nombre de connexions entre ces neurones qui va se développer de manière extraordinaire. Vous savez que c'est estimé, et c'est une machine d'une connectivité extraordinaire, puisque le nombre de synapses, c'est-à-dire de connexions entre ces neurones, est estimé à 1 million de milliards de connexions. Machine de traitement d'informations qui tient là dans un volume de 1500 cm3 et qui a des capacités tout à fait extraordinaires. On mesure donc l'extraordinaire importance des facteurs dits épigénétiques, c'est-à-dire environnementaux, symboliques, comme le langage, l'environnement affectif, etc., dans la mise en place de la connectivité des structures cérébrales. Comme on le sait aujourd'hui, la plasticité cérébrale est particulièrement efficace au cours de certaines périodes sensibles dans le développement, avec des durées relativement brèves, quelques mois ou quelques années pour certaines compétences qui doivent s'acquérir, et des pics de sensibilité qui, aussi bien les périodes que les pics, eux, sont génétiquement programmés. Les fenêtres de sensibilité à l'environnement, ces horloges qui gèrent ces fenêtres de sensibilité sont déterminées par un patrimoine génétique caractéristique de notre embryogenèse, de l'embryogenèse de notre cerveau encore. Notons que cette plasticité cérébrale ne s'épuise pas avec la fin du développement, elle est encore très largement présente, heureusement pour nous tous, présente chez l'adulte. En dehors des périodes critiques, vous savez qu'elle va souvent alors nécessiter des mécanismes explicites d'apprentissage et beaucoup plus lourds. Pensez bien sûr à l'apprentissage de la langue maternelle qui se fait implicitement au cours d'une période critique du développement très précoce et qui va devenir très difficile à réaliser si l'apprentissage d'une nouvelle langue est fait très tardivement. Ayant ainsi posé dans des termes assez généraux la problématique de l'inscription de la culture dans la nature humaine, inscription à la faveur de laquelle s'opère la transmission, je voudrais à présent, dans la seconde partie de mon exposé, approfondir l'étude de la transmission et de l'acquisition d'une compétence culturelle de base particulièrement importante et qui est la lecture.
Et on va maintenant le prendre du côté des neurosciences, et ce sera une partie peut-être un petit peu plus technique de mon exposé. Nous allons donc restreindre fortement le champ en choisissant un paradigme. D'autres exemples auraient pu être abordés. Je pense au calcul, il y a énormément de recherches qui ont été réalisées ces dernières années sur l'acquisition du calcul, ou pourquoi pas sur la musique, qui est un de mes domaines les plus... où j'ai une très grande passion pour la musique, et donc il y a aussi toute une neurophysiologie développementale de ces pratiques musicales. C'est évidemment une nécessité méthodologique des sciences expérimentales et des neurosciences en particulier de restreindre, d'approfondir, de définir opérationnellement et de contrôler autant que faire se peut les variables en présence. Alors cette problématique, maintenant on entre dans le vif du sujet, a été abordée dans le cadre d'une hypothèse théorique assez audacieuse, celle, et je vous l'énonce dans les termes techniques, mais n'ayez crainte, je vais essayer de vous l'expliquer le plus intuitivement possible, l'hypothèse ou le modèle théorique du recyclage neuronal des cartes corticales ou des modules corticaux dus à des facteurs culturels. Elle a été proposée il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, par deux chercheurs français, Stanislas Dehaene et Laurent Cohen, respectivement professeur au Collège de France et neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, proposé dans un article qui a marqué le champ des neurosciences, paru en 2007 dans une très grande revue de neurophysiologie, sous le titre de Cultural Recycling of Cortical Maps. Article difficile, technique, mais extrêmement fondateur au fond d'une nouvelle orientation. De quoi s'agit-il? Le concept de recyclage neuronal est assez proche, et peut-être que les professeurs de biologie dans la salle se rappelleront de cela, est assez proche d'un concept qui a été développé par le grand biologiste américain spécialiste de la théorie d'évolution Stephen Jay Gould, et qui est le concept d'exaptation. C'est un mot qui a l'air un peu compliqué, mais je pense qu'on peut le comprendre intuitivement, assez simplement, même si les mécanismes qui sont derrière ce concept sont particulièrement compliqués. Brièvement, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agirait de la réutilisation, au cours de l'évolution, d'un mécanisme biologique ancien, sous-tendant une fonction donnée, en vue de l'émergence d'une nouvelle fonction complètement différente de la précédente. Donc dans l'évolution, il y aurait des mécanismes de bricolage, c'est un terme de François Jacob, l'évolution bricole, en réutilisant des éléments anciens pour faire émerger de nouvelles fonctions. Recyclage. Il s'agit donc, si vous voulez, de faire du neuf avec du vieux, comme dans toute entreprise de recyclage. Mais plus sérieusement, en quoi le concept est extraordinairement fort dans une réflexion dans le cadre de la théorie de l'évolution. Plus sérieusement, il s'agit de penser, et là ça va être important pour nous parce qu'il s'agira de penser l'innovation culturelle, il s'agit de penser l'apparition d'innovation dans le processus évolutif sans devoir faire appel au générateur de diversité, pour reprendre le terme de Darwin, qui, dans la théorie synthétique de l'évolution, est assuré, on le sait maintenant, depuis, bien sûr, la génétique moléculaire. On sait que ce générateur de diversité est assuré par les mutations. Mutations aléatoires, elles-mêmes, bien sûr, sanctionnées par la sélection naturelle. Vous vous rappelez chez Darwin, l'origine des espèces, au fond, et le transformisme. Comment l'évolution est-elle possible? Comment n'y a-t-il pas eu uniquement du même? Eh bien, dit Darwin, c'est que apparaissent dans les espèces des petites variations, des petites différences, et qui sont dues à ce que Darwin appelait le générateur de diversité. Il n'avait pas le concept de mutation, qui n'arrivera que, bien sûr, beaucoup plus tard avec le moine Mendel et puis avec la génétique moléculaire des années 50. Il faut qu'il y ait un générateur d'innovation qui produise des petites différences. Et ces différences seront soit favorables, soit délétères à leurs porteurs.
soit elles seront favorables à l'adaptation des porteurs de ces différences dans le combat pour la vie, soit elles seront défavorables, délétères. Et la sélection naturelle va faire le tri. C'est en gros, en 3 phrases, un résumé très succinct de la théorie d'évolution chez Darwin. Donc, dans la théorie synthétique de l'évolution, ce sont les mutations aléatoires, il n'y a pas de dessin intelligent. C'est purement le hasard des mutations qui produit ces différences. Or, dans l'apprentissage culturel, dans les innovations culturelles, on pourrait se dégager de ces lois du vivant, au fond. Et c'est ce qui ferait peut-être l'exception humaine. Hein. Dans l'apprentissage culturel, ce mécanisme de recyclage ou de réutilisation n'impliquerait pas, et je vais essayer de vous le démontrer de manière beaucoup plus précise dans un instant, n'impliquerait pas de remaniement génétique. Il surviendrait donc durant la vie de chaque individu grâce à un deus ex machina extraordinaire qui est la plasticité cérébrale. Ce n'est possible que parce que notre cerveau, à l'inverse probablement d'autres espèces, a cette fantastique plasticité cérébrale. Plasticité qui le situe, et j'aime citer cela, mais je ne vais pas trop m'éloigner de mon texte, sinon je vais... qui se situe entre quoi? Entre cristal et fumée. C'est un beau texte de Henri Atlan, entre cristal et fumée. Hein. Ben, on est juste entre le cristal. Le cristal, il n'y a aucune plasticité. Si vous voulez le transformer, il se brise, forcément. Et fumée, ça, c'est la plasticité la plus totale. Il y a une instabilité complète. La fumée n'a aucune forme. Nous nous situons entre cristal et fumée. Le cristal, c'est la transmission instinctive de ces conduites chez les espèces qui nous ont précédés et qui font des choses extraordinaires. Regardez comment une araignée tisse sa toile, ou comment une abeille indique à ses congénères la position de la source alimentaire. Tout ça est strictement instinctif, génétiquement programmé, avec des cerveaux minuscules. Hein. Nous sommes là une exception. On n'est pas dans la fumée. Peut-être que dans la fumée, je ne sais pas, c'est peut-être les anges, ça, dans la fumée. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont très hauts, là, hein, dans le ciel. Donc, mais on est entre deux. On est là entre deux. OK. On pourrait ainsi comprendre comment un objet culturel nouveau, comme la lecture par exemple, peut trouver une niche dans des structures nerveuses caractéristiques de notre espèce Homo sapiens, apparues, vous le savez, il y a environ entre 150 et 200 000 ans, structures qui ont été progressivement sélectionnées, elles, au cours de l'hominisation. Vous savez que l'hominisation, c'est, aujourd'hui, on le sait, démarre à 7 millions d'années. Hein, les premiers australopithèques, aurorins et toumaïs qui se séparent de la lignée des grands singes d'aujourd'hui, c'est 6 à 7 millions d'années. On sait qu'une cassure importante dans cette très lente hominisation, c'est à peu près entre 2 millions d'années et l'apparition d'Homo sapiens. Homo erectus, Homo ergaster, bon, ça c'est déjà probablement un hominidé qui avait de la communication, peut-être du langage, etc. Et donc, ces structures nerveuses ont été sélectionnées progressivement au cours de l'hominisation pour maximiser l'adaptation à la vie et à l'environnement des chasseurs-cueilleurs que nous avons été pendant, nous, Homo sapiens, pendant des centaines de milliers d'années. Ce n'est que hier que nous avons quitté, au fond, ce statut. Reformulons encore notre hypothèse, peut-être de manière un peu redondante, mais je pense que vous aurez bien compris les choses. Les acquisitions culturelles très récentes dans l'histoire d'Homo sapiens trouveraient leur niche neurale en mobilisant, en réaménageant un ensemble de circuits nerveux, probablement au niveau du cortex cérébral, la dernière grande structure la plus nouvelle dans l'évolution, si vous voulez, de ce cerveau, des circuits qui sont fonctionnellement suffisamment proches de la nouvelle acquisition et sont suffisamment plastiques pour pouvoir réorienter une partie significative de leurs ressources vers un nouvel usage. Pour apprendre à lire, on s'attend à ce qu'on recycle des structures des grandes voies visuelles, qui se trouvent évidemment développées de manière extraordinaire chez tous les mammifères, chez les primates non humains
Voilà, que ce soit des structures visuelles et non pas des structures gustatives qui soient réaménagées. Il y a donc des attracteurs de recyclage. Il faut que l'ancien circuit soit suffisamment proche de ce qui est attendu dans l'émergence du nouveau, mais suffisamment plastique pour être recyclé. OK. Donc, les grandes innovations culturelles seraient en quelque sorte inculquées par apprentissage, en reconfigurant le fonctionnement d'anciennes structures. J'utilise à dessein ce terme d'inculquer, qui, vous savez, vient du latin inculcare, qui veut dire faire pénétrer en tassant avec le pied. Je crois que culcus devait dire le talon, si je ne m'abuse. Ou laisser une trace durable en exerçant une force. Quand vous dites à un enfant « je vais vous inculquer quelque chose », ça veut dire que vous savez qu'on va devoir y aller, de gré ou de force. On pourrait donc dire que la culture, à un moment donné, doit lutter avec la nature pour pouvoir inscrire ses marques, doit passer en force pour pouvoir laisser des traces permanentes, car transmettre, c'est inscrire, c'est laisser une trace durable dans un système, quel qu'il soit. Et cette inscription, elle doit se faire de gré ou de force. Une prédiction du modèle qui est intéressante pour les pédagogues pourrait être la suivante. Vous allez voir, ça va devenir alors plus proche de la pédagogie dans un instant. Puisque les territoires corticaux, liés aux fonctions anciennes, sont investis d'objets culturels nouveaux, leur organisation ancienne risque de ne pas être tout à fait effacée. Il resterait, si je veux prendre une métaphore, d'anciennes traces sur le palimpseste où s'inscrit la nouveauté. Le palimpseste, c'est un vieux manuscrit que l'on gratte régulièrement pour le réutiliser pour de nouveaux écrits. Eh bien, on pourrait dire qu'il resterait comme en filigrane des traces anciennes de l'ancien fonctionnement des structures. La nature pourrait, au cours de l'apprentissage de ces nouveaux objets culturels, pourrait faire de la résistance. Et vous allez voir qu'on trouve ces traces de résistance dans l'enseignement même de la lecture. On va en voir un exemple dans un instant. Concrètement, comment tout ça a été abordé par la recherche? Je dois résumer un très grand nombre de recherches qui ont été faites depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et depuis plus particulièrement les 5 dernières années, suite à cet article Princeps de Dehaene. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un livre de Stanislas Dehaene qui est paru justement fin 2007 chez Odile Jacob, qui s'appelle « Les neurones de la lecture », qui est un gros livre, un petit peu compliqué, un peu technique, il faut quand même se le farcir, comme on dit, mais qui est tout à fait remarquable, qui fait le tour exhaustivement de toutes ces questions. Tout d'abord, vous vous rappellerez que la lecture, bien évidemment liée à l'invention de l'écriture, est une compétence culturelle très récente. L'écriture est née notamment en Mésopotamie et en Égypte il y a environ 5500 à 6000 ans. C'est rien dans l'histoire d'Homo sapiens, ce qui n'est rien dans l'histoire de l'évolution. Dans l'histoire d'Homo sapiens, c'est donc une innovation très tardive, eu égard à cette apparition, comme nous le disions, entre 150 et 200 000 ans. D'autant que, jusqu'à une époque très récente, l'écriture et la lecture ne furent maîtrisées que par une très petite fraction de la population humaine. Pensez, l'école publique obligatoire n'apparaît un peu partout en Europe que vers le dernier quart du XIXe siècle. Les lois de Jules Ferry en France, c'est à peu près à ce moment-là qu'en Europe ça se répand. Jusque-là, une grande partie de la population humaine, Homo sapiens, était illettrée. Parlait bien sûr, mais n'écrivait ni ne lisait. Donc, innovation récente dans l'histoire, 5000, 6000 ans avant Jésus-Christ, maintenant, si vous voulez, l'alphabet, 3500 ans, chose comme ça, et qu'il a été maîtrisé que par très peu d'individus au sein de l'espèce. Donc, pour des spécialistes, il est impossible, étant donné ces constantes de temps, il est impossible que des modules du cerveau humain aient pu évoluer spécifiquement pour la lecture, suivant des lois darwiniennes de l'évolution.
L'écriture et la lecture ne sont donc pas, et ça vous savez bien ça, ne sont donc pas des habiletés sous-tendues par des mécanismes innés et par des structures préprogrammées, comme c'est le cas chez de nombreuses espèces animales pour des comportements très complexes. Je vous parlais tout à l'heure, mais pensez, j'ai enseigné ça de temps en temps dans mes cours d'introduction à la psychologie, quand on fait un petit tour du côté de l'éthologie, la chose extraordinaire, des travaux absolument passionnants sur le chant des oiseaux, les oiseaux chanteurs, les pinsons, les merles, etc., etc. Eh bien, il y a des travaux qui montrent que chez certaines espèces, le chant très complexe peut être strictement préprogrammé, que l'individu qui a été isolé de ses congénères va chanter le chant de son espèce sans jamais l'avoir entendu. Que chez d'autres oiseaux, il y a une interaction très complexe entre une préprogrammation et un ajustement, un affinage par apprentissage, etc. Vous allez dire, chez l'homme, il n'y a plus du tout de composante instinctive. Ça n'est pas vrai. Dans un domaine que je connais bien, parce que j'y ai travaillé pendant de longues années à la fin de ma carrière de recherche, la reconnaissance des visages, qui est une des modalités les plus fines et les plus exceptionnelles de notre système visuel, reconnaître un visage, extrêmement important pour nos interactions sociales, eh bien, on sait qu'il y a plusieurs modules dans notre cerveau qui sont programmés génétiquement pour prendre en charge ce type d'objet visuel particulier qu'est le visage. 2 modules qui ne doivent pas être mis en place par apprentissage, par le fait qu'on voit des visages. Non. Et ça, c'est pas impossible à comprendre dans la mesure où toutes les espèces sociales qui nous ont précédées ont une reconnaissance individuelle. Les grands singes se reconnaissent individuellement, très clairement, visage, notamment par le visage. Et pensez à l'émergence du langage. Vous avez dit, on apprend notre langue maternelle. Vous savez qu'il y a beaucoup d'études en développement du langage qui montrent qu'il y a une prédisposition génétique à produire les phonèmes, que chez le sourd de naissance, il y a à un moment donné une production phonétique qui a la même ampleur que chez les individus normalement entendants, et que ce n'est qu'au cours d'une période critique du développement, à partir de 7-8 mois, qu'il y a un élagage des phonèmes qui ne sont pas entendus dans l'interaction avec la langue maternelle qui est parlée autour de l'enfant. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a une préprogrammation génétique, et certains linguistes, je pense à Stephen Pinker par exemple, parlent de l'instinct du langage, dans la continuation évidemment de toute cette théorie de Noam Chomsky. Or, chez l'adulte, on peut mettre en évidence un ensemble de régions corticales de l'hémisphère gauche qui sont spécifiquement activées par la lecture des mots. Ce réseau est particulièrement dense et complexe et il mobilise un très grand nombre d'aires cérébrales dans les 4 lobes. Cette hypercomplexité, si vous voulez, du réseau impliqué dans la lecture est bien compréhensible eu égard à la grande complexité des processus qui sont en jeu dans l'activité de lecture. On ne s'en doute peut-être pas. En effet, le texte, d'abord, il se projette sur votre rétine. Et il faut que tout le système visuel opère une discrimination très fine des graphèmes, c'est-à-dire des dessins, des graphismes des lettres qui forment les mots. Et cette discrimination visuelle très très fine va alimenter 2 voies principales de traitement, la voie du son, qu'on appelle aussi voie phonologique, qui va devoir opérer la traduction des graphèmes en phonèmes, et la voie du sens, ou voie lexicale, qui devra décider de l'appartenance du mot au lexique d'une langue et dès lors permettre l'accès à son sens. Les 2 grandes voies de traitement qui probablement mobilisent ces 2 grandes voies des dizaines d'aires corticales qui travaillent en parallèle à partir d'une voie d'entrée qui est visuelle. Une voie d'entrée qui est visuelle et qui doit alimenter la voie phonologique et la voie lexicale, en parallèle et en interaction constante. C'est un réseau d'une complexité innommable, invraisemblable. Donc, comment je peux essayer de vous faire quand même donner un peu le goût et pas simplement dire c'est très complexe. Comme je viens de vous le dire, au départ des 2 voies, on a une aire corticale qui est spécifiquement concernée par la lecture des mots et qui fait partie du grand système visuel.
chez l'humain et chez les primates. Cette petite aire qui est placée toujours au même endroit, au millimètre près, dans chacun des cerveaux que l'on scanne grâce aux techniques d'imagerie cérébrale aujourd'hui. La petite voie d'entrée des deux grandes voies de traitement, la petite voie d'entrée, hein, eh bien, elle est activée uniquement par la lecture, par des mots lus, et en aucune manière par la reconnaissance ou par le traitement de mots prononcés. Uniquement la voie d'entrée de la lecture et non pas du décodage du son de la parole. Le site anatomique, qui a été objectivé par des techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, est localisé chez l'adulte compétent en lecture dans le sillon occipito-temporal. Un sillon particulier, j'aurais pu vous montrer maintenant un PowerPoint dans lequel je me serais perdu, et vous aussi. Donc, on accepte ces quelques pas dans le cerveau au niveau d'un sillon occipito-temporal, hein, puisqu'il y a 4 grands lobes, lobe frontal, pariétal, occipital et temporal, à peu près quelque chose comme ça. Donc il y a là un sillon occipito-temporal, dans une aire qu'on a appelée l'aire occipito-temporale ventrale et qui a été baptisée depuis 2007 par notamment De Haan et son collaborateur, l'aire de la forme visuelle des mots, Visual Word Form ARA en anglais pour faire mieux. Dans ce module cérébral, il y a donc, chez l'adulte, des mécanismes tout à fait spécifiques pour l'analyse et la reconnaissance visuelle des traits, des caractères écrits. Et ce module, comme je vous le dis, appartient au grand circuit occipito-temporal qui traite spécifiquement l'analyse fine des formes et des visages. Et vous allez voir que c'est une petite aire qui, chez l'animal et chez les illettrés, est dédicacée à l'analyse des visages qui va être cyclée. OK. On a pu montrer, avant d'aborder ce mécanisme de recyclage, on a pu montrer que cette aire était impliquée aussi, curieusement, même si elle est à l'entrée, elle est déjà sensible à des dimensions orthographiques de ce qui est présenté. Par exemple, l'activation est très intense. Activation, ça veut dire on met le sujet dans l'imagerie cérébrale fonctionnelle et on étudie, au fond, l'activité des modules corticaux, des modules cérébraux. Le métabolisme, en gros, qui est augmenté quand des cellules traitent une information donnée. Et on peut identifier cela de manière extrêmement précise par ces techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Eh bien, l'activation est très intense quand on présente au sujet, sur un écran, on présente et qu'il lit des mots. Elle est moins intense pour la lecture de ce qu'on appelle des pseudomots. Un mot, ce serait, si je mets maison, M-A-I-S-O-N, maison. Si je fais zonmet, j'écris zonmet, hein, eh bien c'est un pseudomot. Il est lisible, il est prononçable, mais il ne fait pas partie de mon lexique. C'est un pseudomot. L'activation est moins intense. Et l'activation est très faible, voire inexistante, si on met uniquement des non-mots, comme on dit, c'est-à-dire des chaînes de consonnes, par exemple. Donc, il y a déjà dans cette petite aire une sensibilité à l'orthographe ou à ce qui serait faisant partie du lexique, ou en tout cas des structures lexicales, qui nécessitent au fond des associations plus ou moins probables entre des lettres ou certaines combinaisons plus ou moins probables. D'autre part, et c'est un point important, on y observe une propriété tout à fait remarquable d'invariance perceptive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sensible à des variations du stimulus, du graphème donc, comme par exemple des modifications de grandeur ou de forme des lettres. Si on met maison en majuscule ou en minuscule, il n'y a pas de modification. Si on le met en caractère normal ou en caractère italique, en polices différentes, il n'y a pas de modification. Il y a donc une généralisation. Vous pouvez lire aussi bien des majuscules que des minuscules, voire une écriture qui n'est même pas standardisée. Hein? OK. Tandis que cette aire est très sensible à des toutes petites différences, mais qui sont très utiles, comme des différences entre un petit c, un petit o ou un petit e. Écrivez cela. O, E et C, au fond, pour un illettré,
C'est des choses qui se ressemblent terriblement. D'ailleurs, on a fait des tests où on met à la place d'un C un petit O, et quand vous le lisez, vous ne voyez pas qu'il y a ce petit changement. Vous ne le voyez pratiquement pas. Parce qu'évidemment, le mot total qui joue la modification de cette petite différence-là. OK. Enfin, cette aire est précisément localisée au même site anatomique, quel que soit le type d'écriture. On a par exemple scanné des lecteurs japonais qui peuvent utiliser soit les caractères kanji, soit les caractères, enfin l'autre type de caractères, kana, je crois, et c'est des caractères très différents. Eh bien, quel que soit le type d'écriture qu'ils lisent, c'est la même aire cérébrale qui est activée. Le rôle capital de cette région cérébrale est confirmé par les études de la neuropsychologie, donc des études concernant les effets des lésions cérébrales. Lorsque cette aire est lésée, eh bien, le patient souffre d'une alexie, comme on dit, d'une alexie pure, c'est-à-dire qu'il peut rédiger un texte, il peut écrire parfaitement sous la dictée, mais qu'il va être incapable de lire n'importe quel texte, même le texte qu'il a écrit le matin sous la dictée lors de l'examen, l'après-midi, il ne peut absolument pas se relire. Donc l'impossibilité de relire, de discriminer, discriminer ces graphèmes et d'alimenter cette double voie phonologique et la voie du sens. Alexie pure, qui a été démontrée de manière tout à fait saisissante déjà tout au début de la neurologie par Desgérines dans les années 1870 à Paris. Alors ce que je viens de vous décrire, ça concernait le cerveau d'un adulte, d'un lecteur compétent. Vous comprendrez que dans l'optique du recyclage que j'ai évoqué tout à l'heure, les études longitudinales sont particulièrement intéressantes. Ces études, elles sont pas légion parce que elles sont lourdes à mettre en œuvre, puisqu'il faut scanner des enfants. Aujourd'hui, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, est totalement non invasive, et donc on peut très bien l'utiliser chez les enfants, mais c'est quand même de suivre longitudinalement, c'est-à-dire un même groupe d'enfants qui doit être suivi à différentes étapes de la lecture, et ces études sont difficiles, mais il y en a un certain nombre, et comme prédit par le modèle, on a pu mettre en évidence des augmentations progressives de l'aire occipito-temporal ventral, le petit aire dont je viens de vous parler un tout petit peu, augmentations d'activation qui sont parfaitement corrélées avec les performances de la lecture et avec l'amélioration des performances de la lecture au cours des premiers mois, si vous voulez, de cette première primaire où, en règle générale, cet apprentissage se fait. Avant ou tout début de l'apprentissage, cette aire est... Parce que vous allez dire, cette aire, elle sert à quoi alors avant ? Eh bien, avant ou au tout début de l'apprentissage, au moment du contrôle, eh bien, cette aire, elle est activée par des stimuli visage. Elle fait partie de cet ensemble de modules qui sont impliqués dans le décodage de ces objets particulièrement importants que sont les visages, aussi bien pour l'adulte, bien sûr, que pour les enfants. Et ce n'est donc que très progressivement que les stimuli de type graphène deviennent de plus en plus pertinents et sont petit à petit pris en charge de manière préférentielle par ces circuits. Tout au début, d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que les auteurs de ces études ont montré que tout au début, ce sont les aires des deux côtés qui sont activées, aussi bien à gauche qu'à droite, mais que progressivement, au cours de l'amélioration de la performance de la lecture, on voit une diminution concomitante jusqu'à diminution totale de l'activation de l'aire à droite pour que uniquement l'aire à gauche de l'hémisphère gauche soit activé. Et ça veut donc dire que très probablement l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère dominant pour la production du langage et la compréhension du langage, qui est dominant pour le langage, apparaît comme un attracteur pour ces mécanismes de recyclage, puisque la lecture, à un moment donné, doit être articulée, bien sûr, avec la production réelle des phonèmes, qui va devoir mettre en œuvre tous les circuits de production du langage, comme l'aire de Broca, etc. OK. Alors, donc, en résumé, comme le pense Stanislas Dehaene, on peut imaginer un processus d'ajustement progressif à la faveur de l'apprentissage, probablement au cours d'une période très sensible, avec un haut potentiel de plasticité cérébrale. Nous sommes entre la fin de la troisième maternelle et le courant
de la première année primaire, l'habileté à la lecture va progressivement s'améliorer au fur et à mesure du recyclage d'un tissu cortical, d'abord impliqué dans l'analyse des formes visuelles, notamment des visages, pour devenir finalement spécialisé dans le système de la lecture. J'avais fait tout un petit paragraphe sur les pathologies de la lecture, notamment la dyslexie. Évidemment, c'est un problème extrêmement intéressant. Est-ce que ces pathologies comme la dyslexie peuvent être abordées par les neurosciences et je vais le passer parce que je pense que... Mais je vais aborder d'autres questions très intéressantes. Et poser plus particulièrement la question de savoir, en dehors de la dyslexie, qui est une pathologie, vous savez que les statistiques semblent indiquer qu'il y aurait entre 6 et 8% de la population scolaire qui souffrirait de dyslexie, donc c'est quand même beaucoup, et que cette dyslexie, je vais donc, puisque l'auditoire chahute là, je vais donc vous dire qu'en effet, il y a des approches neurophysiologiques tout à fait importantes de la dyslexie, et qu'on voit que notamment chez les dyslexiques, et notamment la dyslexie chez l'adulte, mais aussi au cours du développement, il y a une sous-activation de cette aire particulière. Et notamment, l'hémisphère dominant n'est plus du tout dominant pour la lecture, et donc probablement qu'il y a là des réorganisations qui ont été faites. On n'en connaît pas tout à fait l'étiologie, ce qu'on en lit est un tout petit peu inquiétant, puisque un certain nombre d'études semblent prouver aujourd'hui qu'il y a des troubles histologiques dans l'organisation des couches corticales qui se disposent de manière non correcte dans certaines aires cérébrales, celles qui sont justement impliquées dans la lecture, et qui sont liées à des défauts de migration cellulaire dans l'embryogenèse, in utero, liés probablement à des déficits chromosomiques, à des mutations chromosomiques. Donc, il semble aujourd'hui qu'une certaine fraction de la population des dyslexiques en tout cas, pourrait souffrir de ces troubles génétiquement programmés. Donc voilà, ça reste évidemment inquiétant, parce que si on se dit une étiologie de ce type-là et un tableau clinique qui pourrait être relativement sombre, est-ce qu'on a des chances de pouvoir modifier les choses? Oui. Vous dire, et j'aurais résumé quand même mon paragraphe, vous dire que la plasticité cérébrale, surtout quand elle est prise suffisamment tôt, cette plasticité cérébrale peut faire des miracles. Dans certains cas cliniques très lourds, liés à une chirurgie suite à des épilepsies faites chez des enfants, on a pu montrer que l'hémisphère droit était capable de prendre en charge complètement tout le circuit, non seulement pour la production du langage, mais pour l'écriture et pour la lecture. Donc, au fond, la plasticité cérébrale particulièrement extraordinaire chez l'enfant, elle peut faire des miracles. Elle devient beaucoup plus difficile chez l'adulte. La récupération après des lésions cérébrales, que ce soit des aphasies, des agnosies chez l'adulte, est plus difficile à mettre en œuvre que ce qui se passe chez les enfants. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme autre application possible de ces découvertes-là dans la salle de classe? Et j'ai essayé de vous en présenter quelques-unes, même si bien sûr dans ce domaine-là, je n'ai aucune compétence dans les questions des pratiques pédagogiques. Qu'est-ce qui pourrait, si vous voulez, quelles sont les méthodes qui pourraient améliorer ou qui pourraient faciliter, au fond, ce recyclage? Si on croit que c'est ce recyclage-là qui est le primum movens de l'acquisition de la lecture, est-ce qu'il y a des méthodes d'apprentissage de la lecture qui sont favorables et d'autres qui pourraient être néfastes? Il semble que oui, d'après les spécialistes. Ainsi, et je vais développer rapidement 4 points. La prise de conscience par l'enfant, en fin de maternelle déjà et dans les premiers mois de l'apprentissage, que le langage parlé est composé de sons élémentaires, les phonèmes. Il faut aiguiser progressivement cette conscience phonémique en décomposant les mots en syllabes en phonèmes. Cette décomposition pour l'enfant ne va pas de soi, étant donné l'aspect de flux continu, au fond, du langage parlé. Des études citées dans la littérature montrent qu'on peut accélérer ou faciliter l'apprentissage de la lecture par des activités de jeu de langage, des comptines, des rimes, des devinettes, etc. Cette décomposition du langage en phonèmes nécessite une mobilisation de l'attention
Et ça, c'est une fonction extraordinairement importante, au fond. Quand je vous disais que l'hémisphère gauche devenait attracteur pour le recyclage, on sait qu'un des facilitateurs de cette attractivité ou de ces processus de réaménagement nerveux sont facilités, sont amplifiés par l'attention. Dans mes cours de psychophysiologie, ici pour les psychologues, je faisais un très très long chapitre sur les mécanismes de l'attention sélective, qui maximise, comme on dit en termes techniques, le rapport signal-bruit. Hein? Faire attention, c'est limiter le champ de la conscience à un objet particulier, mais c'est augmenter les capacités de traitement de manière extraordinaire. Donc, être capable de mobiliser l'attention sur, par exemple, cette décomposition en phonèmes est extrêmement important. D'autre part, l'apprentissage explicite de la correspondance entre graphèmes et phonèmes est également une démarche importante au cours de la première année de lecture. Et là, j'ai tout un développement que je vais passer aussi. C'est, au fond, probablement que la vieille querelle de la méthode globale ou de la méthode analytique est dépassée ou serait dépassée en faveur réellement de la méthode analytique. La méthode globale, c'est-à-dire l'attention qui est portée sur la forme du mot dans sa globalité, la forme visuelle du mot dans sa globalité, ne facilite pas le traitement par l'hémisphère gauche, qui est un traitement analytique. Et donc, probablement qu'il vaut mieux ne pas travailler sur, alors qu'il y avait dans la pédagogie moderne toute une série d'incitants en disant on favorise l'autonomie, l'inventivité, la créativité de l'enfant, sa liberté dans cette approche globale. Il semble bien que ça ne facilite pas les processus qui sont nécessairement analytiques au début. Alors, d'autre part, toute une série de travaux ont montré que chez les enfants, bien sûr, et pas seulement chez les dyslexiques, il y a au cours de l'apprentissage de la lecture des confusions entre les lettres en miroir, B, D, P, Q, par exemple. Particulièrement important, évidemment, dans les cas de ces confusions et des troubles de la latéralité chez les dyslexiques. Ou bien chez des enfants, des tentatives de lire en miroir ou d'écrire en miroir. Et Stanislas Dehaene, dans tout un chapitre là-dessus dans son livre, dit qu'au fond, on peut tout à fait comprendre, à partir de l'hypothèse du recyclage cortical, ces confusions ou ces capacités qui sont perdues chez l'adulte d'écrire ou de lire en miroir. Comme Dehaene le dit, et je le cite, « Si l'enfant lit et écrit spontanément à un moment donné de son apprentissage en miroir, c'est que son système visuel, avant même de commencer à lire, obéit à une forte contrainte extrêmement ancienne dans l'évolution qui le force à symétriser les objets qu'il voit. La vision symétrise les objets. Que vous voyez un visage à l'envers, à 180 degrés, ou à l'endroit, ça ne vous empêche pas de le reconnaître. Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous ne vous dites pas « tiens, c'est qui celui-là » Vous ne vous voyez dans la glace qu'en miroir, d'accord. Mais enfin, bon... mais les objets vus peuvent être vus sans aucune perte de performance à l'endroit ou à l'envers. Donc, depuis des millions d'années, chez tous les primates, la vision impose une symétrisation de l'objet vu. Or, l'innovation culturelle, elle impose une asymétrie de l'écriture. On écrit dans nos écritures de gauche à droite, dans d'autres écritures de droite à gauche. Et donc, la nature doit forcer, la culture doit forcer la nature, comme je disais tout à l'heure. Et la nature peut faire de la résistance à la culture. Ce qui fait qu'on peut voir ces petits symptômes-là qui apparaissent. Et puis, au fur et à mesure que l'as et l'apostrophe asymétrie l'emportent, eh bien, ces traces disparaissent. Sauf chez Léonard de Vinci, qui, comme vous le savez, était capable d'écrire et de lire en miroir. À l'âge adulte, c'était assez saisissant, mais lui était un génie, toute catégorie. Alors, un dernier point qui indique toute l'importance de la lecture, et c'est évident, mais je voulais quand même vous le dire, on a pu montrer dans certaines études qui sont anciennes, parues dans les années 90 déjà, que l'expertise des adolescents en compréhension de textes écrits est directement corrélée à la fréquence et à l'intensité des lectures au cours de l'enfance. Et donc,
c'est plutôt un résultat prévisible, évidemment, mais dans une société du tout visuel, des consoles de jeux, des dessins animés et de la tyrannie de l'image, je pense qu'il est bon de le rappeler et que si on veut avoir des étudiants, j'avais encore des collègues ingénieurs qui me disaient « c'est fou, nos étudiants, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ils ne lisent pas correctement ». Si on leur demande à faire un résumé, ils ne lisent pas correctement. Essentiel de continuer à faire lire. Ce sera essentiel pour la compréhension des textes. Alors, mon dernier point, mais j'ai encore 3 minutes, je pense, 5 petites minutes. J'aurais voulu terminer, alors peut-être par une petite approche plus critique. Plus critique que sur le développement actuel de ces neurosciences et plus particulièrement sur l'espoir caressé par certains d'imposer une neuropédagogie ou d'instituer, comme en médecine aujourd'hui, une evidence-based education. C'est ce qu'on se trouve dans la littérature américaine, et je l'ai dit en anglais ou en américain. Evidence-based education, ça veut dire une éducation basée sur les preuves, des preuves expérimentales, et qui sont souvent issues alors des sciences dures. Adieu donc la complexité, un réductionnisme pur et dur pourrait se mettre en marche, et cette approche plaira peut-être à certains politiques qui trouvent qu'il y a trop d'argent pour l'éducation et passer d'évaluations convaincantes sur les procédures et les résultats. Et les neurosciences, et je le dis moi-même en tant qu'appartenant à cette discipline, les neurosciences apparaissent comme un des pôles de cette idéologie scientiste. Elles fascinent et apparaissent parfois comme un espoir de solution enfin crédible aux grandes questions. Mais en même temps et paradoxalement, elles provoquent dans le public une certaine crainte de ce pas, de cette avancée qui serait de trop, alimentant aussi cette peur que les sciences et les techniques, dans leur volonté de maîtrise et d'aller toujours plus loin, pourraient constituer un péril pour l'avenir de l'humanité. Et dans le champ des neurosciences, on a assisté au cours des dernières années à d'énormes avancées, qu'elles soient conceptuelles ou techniques. Et les enjeux sociétaux et les débats éthiques qui concernent cette forte articulation entre neurosciences et technique, neurosciences et application. Il y a quelques mois, j'ai fait une petite conférence à une société qui s'appelle Connaissance et Vie, et que j'avais intitulée « Faut-il avoir peur des neurosciences ?» et où j'ai développé, au fond, aujourd'hui, l'efficacité croissante des techniques de manipulation, ou en tout cas de contrôle, de réorientation du tissu nerveux. Hein. Et je pense que c'est assez sensible, les questions que l'on se pose en neurosciences sont assez semblables à ce qui s'est passé autour des années 50 avec le développement de la génétique moléculaire. Au fond, puisque là on touchait à la mémoire de l'espèce, ici en neurosciences on touche à l'identité d'un sujet et aussi à l'enveloppe qui détermine nos capacités tout à fait extraordinaires au sein de notre espèce. Et donc, je pense que, voilà, les drogues cérébrales, vous les connaissez, hein, la rilatine, la molécule de méthylphénidate, là, qu'on a donnée à tour de bras depuis les années 60, et dont la consommation a augmenté de manière significative depuis les années 90 aux États-Unis, c'est une drogue qui, au fond, met en sourdine et impose presque un déni collectif, au fond, à ces mutations profondes des sociétés qui entraînent les difficultés qu'on a montrées dans l'autorité, dans la transmission, dans le respect des traditions, etc., etc. Drogue cérébrale aussi pour une amélioration des performances cognitives. Et je pense qu'il faut déployer une vigilance toute particulière vis-à-vis de ces marchands de meilleurs cerveaux pour des vies meilleures, qui parfois frappent aux portes de cette institution, de notre institution et de celle-ci aussi où je suis. Un petit mot pour conclure, mon petit paragraphe de conclusion. Dans l'histoire naturelle de notre espèce, l'introduction du partenaire culturel apparaît comme une révolution majeure, une non-linéarité, une cassure. Ce partenaire culturel porte en son cœur, comme un inestimable trésor, l'extraordinaire richesse des systèmes symboliques susceptibles de produire une telle diversité de mondes possibles que nous avons plaisir à habiter. C'est peut-être là que se situe précisément l'exception humaine, cher Jean-Pierre. Ce sont l'innovation et la transmission
culturels qui deviennent les principaux leviers du progrès de l'humanité, mettant à profit l'exceptionnelle plasticité de nos systèmes cérébraux. Chaque œuvre humaine s'inscrit dans l'histoire cumulative des sociétés et prend sens par ce qu'elle innove, par ce qu'elle répète, par ce qu'elle transmet comme possibilité infinie d'interprétation et de transformation, par la richesse des possibles mises en relation au sein d'un réseau de signification qu'elle promeut. La culture constitue une des caractéristiques les plus fascinantes de cette forme de vie de notre humanité. Elle est un des principaux facteurs de son succès tout autour de la planète. Prenons-en soin et restons vigilants, car elle est aussi peut-être une des principales causes de sa fragilité. Merci de votre attention.